Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis à la Hoops Factory à Paris. Les basketteurs connaissent forcément, mais c'est pas tout à fait à Paris, c'est à Aubervilliers. On est dans des conditions royales pour un entretien très particulier qui me tient à cœur parce que c'est quelqu'un que j'adore. Vous le connaissez certainement sur les scènes de spectacles, de stand-up, plus d'1 million de visiteurs à ces spectacles. C'est un homme qui, en 2004, était pourtant en NCAA du côté de Yukon, cette équipe qui était championne en titre. Alors comment un Français s'est retrouvé sur les parquets de NCAA, l'antichambre de la NBA? On en parle avec mon pote Samy Améziane. Bon, Samy, déjà ça va? Je t'ai fait venir dans une salle de basket pour que tu sois chez toi. Formidable. Tout va bien? On rêverait d'avoir un terrain de basket à la maison. Tu n'es pas encore Tony Parker alors? Pas encore. Tony par terre. Amazing, c'est le livre de ton bouquin qui vient de sortir. Je l'ai lu, vraiment, je m'en suis délecté de toutes ces anecdotes. Tu racontes ton histoire de sportif universitaire en NCAA. C'est rare pour un Français. Et tu nous racontes justement que tu étais à 1 heure de New York dans le Connecticut. 15 ans après, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu retiens de cette année folle? Alors qu'est-ce que j'en retiens de cette année folle? J'en retiens qu'il ne faut pas hésiter à partir pour vers de nouvelles aventures. C'est-à-dire que dès que on est souvent fermé sur la volonté de partir parce qu'on a peur. Parce que partir, c'est mourir un peu, mais tu meurs un moment, mais tu reviens avec une nouvelle langue, peut-être un diplôme, des rencontres internationales, des expériences de dingue. Si, comme moi, t'aimes le basket, moi, j'étais comme un fou parce que retrouver une équipe de basket comme Connecticut, je pouvais pas espérer mieux. Donc, moi, c'est ce que je dis à tous les jeunes qui se cherchent et qui veulent essayer de continuer à rêver par le biais grâce au basket. Je dis partez, mais partez pour revenir. C'est pas partez quitter la France, c'est pas ça. C'est partez, revenez, voyez comment ça se passe. Et puis le basket, c'est pas une fin en soi. C'est une possibilité d'aller vers autre chose. Moi, ça m'a apporté la scène, ça m'a apporté l'humour, mais ça aurait pu m'apporter la plomberie, ça aurait pu m'apporter la pâtisserie. Tu vois, c'est juste le truc de s'ouvrir le cerveau, s'ouvrir la tête et de casser ces barrières mentales. Et pour toi, ça a été dur justement, tu racontes ton départ et puis ton retour aussi à la fin du livre, notamment avec ton père, on sent qu'il y a des choses à régler, non? Ouais, comme tout le monde, parce que on fait tous, je pense que chacun fait les choses pour quelqu'un aussi. Quand tu es jeune, voilà, tu as envie que ton père il te regarde, ou tu as envie que tes parents te regardent, ou tu as envie qu'une femme ou un homme te regarde. C'est chacun son truc. Moi, dans le livre, voilà, c'est le rapport au père, parce que tu as toujours envie que ton père il dise « Ouais, mon fils, je t'aime, t'es un bon, tu m'as fait kiffer » ou « Je suis fier de toi », forcément. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Je l'ai compris par le biais du basket, je l'ai compris par le biais de la comédie, mais c'est une façon d'aller aussi vers soi. C'est pas que d'aller vers son père ou vers l'autre. Et ce livre, justement, du coup, c'est introspection en même temps. 15 ans après, tu te retournes et tu réfléchis à ton petit bilan, à ton bilan, là-bas et ici. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout, après, j'ai constaté pourquoi le déclic qui a été d'écrire ce livre, c'est très simple. C'est ce à quoi je réfléchissais quand j'avais 15 ans. 25 ans après, c'est toujours les mêmes problèmes et les mêmes problématiques en France. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup avancé sur beaucoup de sujets. Je te parle des sujets d'intégration, des sujets du sport, des sujets de le fait de briller par le biais du sport dans le monde. T'imagines que là, c'est spécifique au basket, mais on est le plus gros contingent de basketteurs au monde en NBA. C'est un truc de dingue. Et on a des salles de basket en France en première div qui galèrent, où on n'a même pas nos jeunes à nous qui jouent. C'est un truc de dingue. Où t'as que des quinries dans l'équipe. Bon, c'est pas un truc anti-américain, mais moi ça m'emmerde. Tu vois, il y a ça aussi. Et il y a aussi plein d'autres sujets. Mais dans ce livre, justement, tu vas aux États-Unis, tu kiffes l'Amérique, tu kiffes les États-Unis, mais en même temps, c'est pas un livre du tout pro-américain. T'es vraiment, t'es entre deux, mais t'es pas pro-français non plus. Bah, moi, je me dis que
je suis pro-américain quand en France il y a des choses qui déconnent parce que là-bas ça va mieux, et je suis pro-français quand là-bas il y a des choses qui sont cruelles et dégueulasses, et que je trouve que justement, à contrario, les choses en France sont merveilleuses. Tu as fait l'expérience du système de santé, tu racontes dans le livre. Oh ouais, entre autres. Bon, voilà, c'est ce que je dis. Aux États-Unis, tu te casses la main droite, la meilleure solution pour toi, c'est de devenir gaucher, tu vois. C'est voilà, ils ont un système qui est compliqué aussi, mais je dis pas que là-bas c'est génial et qu'ici c'est nul. C'est pas du tout ça. Au contraire, je dis qu'ici on peut arriver à faire changer le schmilblick si on coupe ses conservatismes. Et moi, j'étais le premier à en avoir. C'est pour ça que je suis parti. Là-bas, ça m'a ouvert la tête. Ça m'a coupé mes barrières mentales. Ici, j'étais un mec fermé. Je me disais, bah, ça marche pas. Les gens ne veulent peut-être pas que ça marche. Ou quoi. J'étais dans une matrix chelou. Je ne vais pas me mentir. Et c'est là où partir là-bas, ça m'a ouvert le cerveau sur... On a un pays exceptionnel. On a des talents exceptionnels. Mais je reste persuadé que les meilleurs Français ne sont pas en France, malheureusement. Et c'est les autres qui les récupèrent. Donc les meilleurs scientifiquement, sportivement, artistiquement, ils sont pas ici, et c'est dommage. C'est un peu ça qui me saoule. Et quand tu es dans un truc de transmission, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec les plus jeunes, des neveux, mes enfants, où j'ai envie de me dire merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour eux? Parce que moi j'ai 40 piges, et quand je vois que ça change pas, je me dis c'est du gâchis, tu vois. Bon, reprenons ton histoire du coup, ton arrivée aux États-Unis, ton arrivée dans le Connecticut, toi enfant de Seine-Saint-Denis. Comment ça se passe déjà juste pour prononcer ton nom? Comment ils le prononcent? Bon, mais là-bas déjà ils sont en galère. Parce que dans le livre, quand on le lit, on n'arrive pas à s'imaginer. Mais en fait là-bas ils t'appellent pas par ton nom de famille. Là pourquoi le titre du livre c'est Amazing, parce qu'en fait Amazing c'est aussi le commentateur sportif américain qui essayait de prononcer mon nom de famille et qui n'arrivait pas à prononcer Amazayani, Amanazanayi. Il était en galère, il a dit allez fuck it, Amazing, Sammy Amazing. Et c'est comme ça que c'est, parce que genre j'étais rentré fin du match, vraiment mais garbage time, et Kaloun il me donne genre 2 minutes, et bon pour moi c'est une aubaine, tu vois. Moi, c'est toujours ça de gratter, tu vois. Moi, j'arrivais de Poissy en 5e div, j'étais à la ramasse totale, tu vois. Il me donne 2 minutes à la fin, je rentre, je mets un 3 points, je fais une interception à layup, je mets 5 points en 30 secondes. Les mecs, ils deviennent fous. Et j'avais pas mon nom sur mon... J'avais pas mon nom moi sur mon maillot, j'étais une pièce rapportée. Et donc les mecs disaient Sam Amazing, he doesn't even have his name on his jersey. Il a même pas son nom sur le... J'étais un clochard. Et pourtant très vite, ils se prennent de passion pour toi, chouchou, et ça chante dans les travées parce qu'il y a des dizaines de milliers de fans en sport universitaire aux États-Unis qui chantent We Want Say Me. Ça c'est vrai. Ouais, ça, on doit y croire, on doit y croire. Non, c'est vrai, mais alors, c'est justement ça le truc. C'est que moi, j'arrive, moi le basket, c'est ma passion. Et j'arrive à être à la fin de l'équipe en remplaçant des remplaçants, là, ce qu'on appelle la Yellow Team. Et le coach, il me donne quand même un peu de temps de jeu. Donc, je suis un peu le mec du garbage time. Mais pendant l'année, je vois qu'il y a moyen d'être remplaçant et limite... Il y a moyen de faire un truc. Il y a un mystère autour de toi du coup, puisque tu joues pas trop, donc on sait pas spécialement ce que tu vaux. En fait, le système universitaire américain, comment ça se passe? Tu as les scholarships. Scholarship, c'est l'université, elle te paye tes études. C'est 40 000 $ l'année. Ils prennent que des bombes. C'est les meilleurs prospects des États-Unis. Ils leur payent les études et ils jouent au basket dans l'équipe. Sauf que moi, j'avais un bon niveau et j'étais étudiant d'échange. Ils avaient $0 à donner et ils avaient un bon gars. Donc, ils étaient gagnants dans le deal. Moi, j'apportais de la défense, voilà, j'étais de la combativité à l'entraînement et j'avais un bon niveau. Donc pour eux, c'était tout bénef. Et le truc, c'est que moi, j'étais dans cette position un peu bizarre. Le public, à la fin, il scandait We want Sammy, mais comme genre on veut la coqueluche. Mais quand t'es compétiteur, tu t'en bats les couilles d'être la coqueluche. T'as envie de rentrer pour tout défoncer, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un peu le dilemme du truc. Tu as cité justement ton coach Kaloun là à l'instant. Le coach, il s'appelle Jim Kaloun. Et tu racontes dans ton livre, il y a une ligne qui m'épate. Tu dis que tu as été voir une voyante en Seine-Saint-Denis avant de partir et qu'elle te dit « Connaissez-vous Jim ?» Et tu dis « Bah non, je connais pas Jim. » C'est quoi, c'est vrai? Ça, c'est une histoire de dingo aussi. C'est-à-dire que moi, genre 1 an avant de partir, tu vois... ma soeur me parle d'une voyante impressionnante. Elle me dit oh, j'ai rencontré une femme et tout. Elle dit des trucs de fou et tout. Je dis bon, vas-y, on s'en fout, pourquoi pas. Et donc je rencontre la meuf, elle commence à me tirer les cartes et tout. Elle me dit ouais, c'est qui Jim?
je sais pas c'est qui Jim. Il dit c'est qui John? Je sais pas, je connais pas John. Un an après, coach Jim Calhoun, et à la fin de l'année, t'as John, le coach John de Lyon, à l'époque c'était en première division en Suisse, qui m'appelle. Puis voilà, c'est Jim Calhoun qui m'a donné ton numéro. Et bref, après j'ai eu la connexion pareil avec, c'est à la fin de Connecticut, moi j'ai eu des plans à droite à gauche pour aller jouer en pro en Europe. Et tu l'as pas fait? Parce que ça, c'est pas raconté dans le livre. La suite de ta carrière de basketteur, t'arrêtes et tu pars au stand-up? En fait, moi, la jonction, ça a été quoi? C'est que je me retrouve à Connecticut et les mecs s'entraînent 5 heures par jour. Moi, j'avais l'habitude de m'entraîner 2-3 heures par jour, grand max. Sauf que, voyant mon niveau là-bas, le retard que j'avais à rattraper, il fallait forcément que je charbonne beaucoup plus. Donc je m'entraînais 4-5 heures, voire 6 heures par jour. Il fallait s'entraîner techniquement, tactiquement surtout. Ils avaient un pavé comme ça, un dictionnaire Robert de système. Mais c'est là que je me suis rendu compte, le QI basket qu'ils ont là-bas, c'est impressionnant. C'est des intellos du basket. Et je me disais, il faut que je travaille beaucoup plus. Et en travaillant beaucoup plus, forcément, à un moment, le corps il lâche. Parce qu'il faut que tu rattrapes tout ton retard que tu as accumulé sur des années. Et moi, je me fais une bursite. C'était en soi pas une grosse blessure, mais ça nécessitait un an d'arrêt. Et à l'issue de cette année, je me dis, tiens, plutôt que de galérer, d'attendre en me soignant, pourquoi je commencerai pas à réfléchir à l'après-basket? Donc, je me dis, je vais commencer à raconter un peu cette histoire. J'ai 26 ans. Je commence à raconter cette histoire par écrit, parce que je me disais, si je la raconte comme ça, politiquement, entre guillemets, les gens me croiront pas. Parce que l'histoire de dingue, c'est que tu es à Saint-Denis 6 mois avant, tu regardes la finale Georgia Tech, Connecticut, 6 mois après, tu es dans le vestiaire avec les mecs et tu as un peu de temps de jeu. Les mecs, ils disent, mais t'es un mytho, arrête de raconter n'importe quoi. Et qu'est-ce qui a été le plus dur? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux en 2004. C'était le début de Facebook. Tout début de Facebook, en effet, surtout aux États-Unis, à peine en France. Et du coup, ça a été dur de ne pas partager ces moments avec ta famille, tes amis, puisque tu étais coupé du monde et en plus tu gardais ça pour toi, ou finalement ça a été bien une aubaine d'être focus? J'aurais aimé le partager parce que maintenant je me rends compte que l'exposition, c'est ça qui va faire la différence avec l'opportunité. Quand tu es plus exposé, on te donne plus l'opportunité. On le voit maintenant avec les réseaux sociaux. À l'époque, il y avait encore la presse écrite. Moi, le lendemain du match où je mets les 5 points, ils font genre une première à French Connection, Sammy Amazing. Moi, j'étais comme un ouf. Donc, je gardais ça, et genre comme un trésor. Et quand j'étais sûr d'être dans l'équipe et que tout allait bien, parce que moi, j'ai toujours eu une parano du jour au lendemain, le mec, il te met un coup de chaussure et tu rentres chez toi. J'ai envoyé ça à ma famille et je leur ai dit de venir pour voir de visu à ma famille, à mes potes. Parce que le truc, il était tellement dingo. Qui sont tes 3 potes que tu as fait venir aux États-Unis et tu racontes ça dans le livre? Et tu as fait d'eux des stars aux États-Unis alors qu'ils ne l'étaient pas encore en France. À l'époque, il y avait Grand Corps Malade, Fabien Marceau, Jackie Ido et Cédric Ido, son petit frère. Et il y a un autre gars aussi qui est venu, que malheureusement, j'ai pas pu en parler dans le livre, c'est Michael Burr. Michael Burr, maintenant, qui est un coach reconnu en France qui cartonne. C'est un des meilleurs formateurs des jeunes en France. Et il a le futur numéro 1 de la draft à Nanterre. Comment il s'appelle? Wenbirama enfin bref, c'est un grand qui défonce tout. Et en fait, ils sont venus. Et moi, j'ai fait en sorte qu'ils soient dans des bonnes conditions. Parce qu'avant, je disais à tous les Français du campus, j'ai des amis qui viennent, c'est des stars en France. Donc, ils leur ont fait un truc de dingue. Ils ont passé un super moment. On se rend pas compte en France de l'impact de la NCAA aux États-Unis, de la folie dans les gradins. C'est vrai qu'en France, on ne peut pas se rendre compte. C'est compliqué de faire. Tu peux pas faire des comparatifs. C'est-à-dire que même la NCAA, même l'équipe de France de foot, quand ils jouent, l'ambiance en NCAA, elle est x10. C'est un truc de ouf. C'est la même ambiance que dans les grandes villes, les grandes équipes d'Euroleague, Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahçe, tu vois. Et les gens ils se rendent pas compte non plus que toi, Sammy Améziane, t'as joué contre un futur champion NBA, Kyle Lowry, contre des stars NBA comme Roy Hibbert, et que t'as joué aussi avec Rudy Gay, Charlie Villanueva. Quel est le futur joueur NBA de l'époque qui t'a le plus impressionné, où tu t'es dit ah ouais celui-là il est vraiment trop fort? Moi franchement, à l'époque, il y avait Raymond Felton qui était à North Carolina, que j'avais vu, qui était
qui était pareil dans le même morphotype que Kyle Lowry. Mais Kyle Lowry, à l'époque, il était freshman. Il défonçait tout, il était super fort. Mais après, il y a plein de mecs, c'est là où tu te dis que c'est aussi toi et ta chance, le basket. Plein de top joueurs qui défonçaient la NCAA et qui n'ont pas fait de carrière. Sean May, Nardi, Collins, tous les mecs de Villanova, ils avaient 5 arrières ils mettaient 20 points par match. C'était McCants qui était à North Carolina aussi, Noel, Williams. Et alors ça se joue à quoi? Je te jure, c'est un truc de toi et ta... C'est ça qui est génial aux États-Unis, c'est que c'est toi et ta chance. Il faut jamais lâcher l'affaire. Tu peux aller en D-League, il y a des top players, des top joueurs qui sont en haut de la draft, ils se retrouvent en D-League et vice-versa. Regarde, même là, Taco Fall, l'histoire de Taco Fall, c'est toi et ta chance. Et c'est aussi toi et ton kiff et ton rapport avec le club, avec le public. C'est pas que du basket, c'est ça l'histoire. Et alors justement, c'est pas que du basket. Toi, pendant cette année, t'es arrivé le petit français. Tu parlais pas très bien anglais à l'époque et t'as été quand même, d'après ce que tu racontes dans le livre, souffre-douleur à beaucoup de moments, au point même pendant la saison de te battre avec un coéquipier. Ça a été très dur, sûrement psychologiquement. Moi, j'avais l'habitude. Enfin, eux, ils te disaient dans leur tête, t'es français, c'est genre la classe. Ils savaient pas que t'es un mec de Saint-Denis, c'est les mêmes ghettos que aux États-Unis ou que tu peux être dans les mêmes situations. Mais le basket, la chance que tu as dans ce sport, c'est que le rapport entre basketteurs, il est différent. C'est-à-dire que c'est des rapports de force qui peuvent être violents, mais il y a toujours, t'es entre les Kaira et les aristocrates. C'est un peu noble Kaira, c'est bizarre, il y a un rapport différent. Donc tu peux te faire respecter en étant dur, mais en étant bon aussi. Donc il faut trouver une alchimie. Après, pour remettre les choses dans le contexte aux États-Unis, là-bas, faut te dire que la NCAA, c'est l'antichambre de la NBA, mais ça se joue à des détails. Et l'autre, c'est pas ton ami, c'est ton coéquipier, mais s'il peut te manger, il va te manger. Sport collectif mais individuel, quoi. Ouais. Donc il y a ça, et surtout moi au départ, il me voit comme un mec exotique. Il dit ouais, c'est le français, il est marrant, il a des shorts dégueulasses, il ressemble à rien, ouais. Mais quand il voit que tu peux leur gratter des minutes de temps de jeu, mais là, il n'y a plus de français là. Là, c'est on va essayer de t'avoir. Tu abordes justement le thème de la bienveillance. Apparemment, il y a une personne aux États-Unis qui a été particulièrement bienveillante avec toi. C'est ta coiffeuse. C'est la réalité. Non, mais... C'est vrai. Du coup, c'est vraiment devenu quelqu'un de particulier dans ta vie, cette coiffeuse. Comment ça s'est passé? Bah en fait, elle a eu un rôle vraiment, un déclic, quoi. En fait, elle connaît pas vraiment le basket. Et elle se dit, bah tiens, il y a un basketteur, je vais lui faire plaisir, je vais essayer de connecter. Mais ils sont comme ça aux États-Unis. C'est-à-dire que quand je parle des conservatismes, ils ont beaucoup moins de conservatisme que nous. Dans une journée, tu vas rencontrer 30 personnes, ils vont te laisser 30 cartes. Tu sais comment c'est. Des hugs, à tout va. Voilà. Et ils sont plein de trucs. Après, on est différents culturellement. Ah, mais elle s'est vraiment investie dans le truc. Elle avait des posters de moi dans son salon de coiffure. Elle parlait au coach. Elle disait ouais, il faut faire ci. Moi, quand elle me croisait, elle était un peu dans le management. Elle disait ouais, il faut que tu t'entraînes. Fais pas ci, fais pas ça. Travaille plutôt que se sortir et tout. Mais je trouvais ça génial. Mais mine de rien, elle m'a aidé parce qu'elle m'a dit des phrases qui ont résonné, qui ont fait que moi je suis devenu ce que je suis un peu maintenant, dans le sens où elle m'a dit, tu vois c'est con, c'est un moment, c'est des détails. Elle me voit dans une soirée d'Européens. Elle me dit ah ouais c'est bien, tu bois des coups avec les Européens, c'est cool et tout. Et t'as passé combien de temps là? Ouais je passais 2-3 heures. Ah 2-3 heures c'est bien, mais ces 2-3 heures là, est-ce que tu penses que t'aurais pas été mieux à entraîner ton tir à 3 points pendant ces 2-3 heures là? C'est con mais c'est vrai. En plus, moi, venant d'où je venais, et après, elle m'a dit ça, elle m'a dit, est-ce que tu crois que l'opportunité que tu as là, tu l'auras l'année prochaine? L'année prochaine, tu vas rentrer dans ton ghetto, dans ta rue. Mais je te jure, elle était super forte. Elle t'avait quand même cerné tout de suite, quoi, en peu de temps. Rapidement. En une coupe de cheveux. Non, mais je te jure que je pense que dans la vie, tu as des gens qui viennent dans ta vie. Et ça peut être 1 minute, 2 minutes, ou ça peut être 1 heure ou plus, mais ça va être des pivots dans ta vie. Et on a souvent besoin de ces gens providentiels. Ça peut être un prof, ça peut être un coach, ça peut être des parents, ça peut être le frère, la sœur, un ami. Et en fait, dans l'idéal, on cherche tous ces gens providentiels. Alors on commence, un mot, un joueur, Tony Parker.
L'exemple. Un mot, un joueur, Michael Jordan. La légende. Un mot, un joueur, LeBron James. Au-dessus. Un mot, un coach, Jim Calhoun. Mon sauveur. Les pronos de Samy, je te demande qui va être médaille d'or au JO en basket à Tokyo en 2020. La France. Qui va être champion de France de basket? Le Valois. Qui va remporter la Ligue 1 de football? Bon, bah, on connaît déjà le résultat. Qui va remporter la Ligue des Champions? Ouais, le Real, là. Qui va remporter le titre NBA? Le titre NBA, je pense que cette année, ça va être les Clippers. Qui est le meilleur joueur de basket actuellement au monde? Kawhi Leonard, en français. Kawhi Leonard. Quel est le meilleur joueur français de l'histoire? Le meilleur français de l'histoire? Bon, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que Parker, il est au-dessus du... Qui d'autre tu as envie de citer? Moi, j'ai du respect pour Moussa Sonko, j'ai du respect pour Hervé Dubuisson, pour Dakouri, pour Tariq Abdul-Wahad. Quelle est ta plus dingue émotion sportive du coup? Quand tu fais l'action qui va faire gagner ton équipe, c'est des moments... C'est une adrénaline unique. Même sur scène, tu ne retrouves pas ça? À des moments précis, à la fin, quand il y a des standing ovations parfois, quand tu fais des passages de fou, c'est semblable mais c'est différent, c'est pas le même délire. Ça t'a servi la pression du basket pour être performant sur scène? Ouais, ça m'a servi et ça m'a fait comprendre aussi que le public c'est un adversaire et un partenaire en même temps. Donc il faut utiliser ton public pour qu'il fasse de toi un bon coéquipier. Parce que sans le public, moi je fais rien. Mes blagues ne passent pas du tout, forcément. 4 petites questions pour terminer. Quel est ton geste technique préféré? Mon geste technique préféré, ouais, le crossover. Ton plat préféré comme ça? C'est un plat kabyle, le pain et le piment Arlom Felfel. T'en parles dans ce livre. C'est le repas que te fait ta mère quand tu rentres des États-Unis? Quand je pars et quand je rentre. Ça passait au contrôle antidopage ça? Ben moi ils m'ont serré à cause de ça. Ils m'ont arrêté là. Ah oui, t'as pas le droit d'amener des denrées alimentaires aux États-Unis, monsieur. T'avais un tout petit sac de sport avec toi quand t'es parti aux États-Unis et t'avais quand même mis la bouffe de ta mère. C'est obligé. Quand tu te rattaches à ce que tu quittes et tu sais quand après c'est compliqué quand t'es seul, tu pars dans un autre parce que moi je pars à la base pour pas revenir. Bah oui, moi je fais un truc d'émigration. Donc je me dis je pars et je refais ce que mes parents ont fait. C'est pour ça que je suis revenu. C'est là où tu comprends que tu es français et que c'est ici que ça se passe. Pourquoi moi je devrais partir alors que mes parents sont déjà partis et que nous, tout ce qu'on construit ici, on le construit pour que tout le monde profite et et faire en sorte que tout se passe bien. Et enfin, dernier truc, Samy, quelle est la pire insulte que tes coéquipiers t'aient envoyé, t'aient vanné pendant ta saison d'NCAA? Ouais, c'était... Ouais, non, la pire insulte, en fait, c'est des insultes à double sens. C'est-à-dire quand ils me disent fucking French, moi c'est limite. Bon, ici, on te considère pas en tant que français. Là-bas, t'es français. Bon, c'est génial. Mais après, il y a tout ce truc de ouais, mais après, ils étaient un peu durs avec moi. C'est the illegal, immigrant, ou benchwarmer, tu vois. T'es un cireur de banc. Il y a ça. Et limite, parfois, c'est même pas des mots. Hein. C'est juste des regards. C'est-à-dire que pour eux, pour certains, t'existes même pas. C'est ça le truc aussi. C'était eux la meilleure école de la vie en fait pour toi? Bah tu grandis vite. Tu grandis, t'es loin de chez toi, t'es dans un environnement hostile, mais en même temps il faut que tu sois d'accord avec eux pour que ça se passe bien. Voilà, c'est un jeu. Faut juguler, faut surfer, faut être bon, mais ça t'apprend. Moi j'ai grandi. En un an, j'ai pris 10 ans. Est-ce que ça t'a plu? Je me suis régalé. Franchement, je l'ai lu en 2 fois, il y a 300 pages. Je l'ai lu en 2 fois 150 pages. Au milieu, les photos, je suis resté un quart d'heure dessus. Elles sont incroyables. Je me suis dit non, mais il l'a vraiment fait, hein, vous le voyez, il l'a vraiment fait. Et donc tu m'as, ouais, pas Photoshop, ça n'existait pas Photoshop. Donc tu m'as régalé, non, félicitations. Moi, je te connaissais sur scène et puis depuis quelques années, mais bravo. Et vous aussi les amis, si vous avez aimé, likez, partagez, foncez voir Samy sur scène. Et voilà, bravo Samy. C'est gentil mon Thibaut, c'est une bombe. Merci mon pote.